Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, toujours. Alors, on repart combien d'années en arrière? Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les Panaméens puisqu'ils célèbrent le 119e anniversaire de leur indépendance. Donc, nous allons parler justement de Panama. Ah, le Panama? Oui, Panama. Alors, le Panama, c'est un petit État qui est situé en Amérique centrale. L'Amérique centrale, c'est cette espèce de bande de terrain qui relie l'Amérique du Nord, donc si tu veux le sud du Mexique avec l'Amérique latine, donc on arrive au Venezuela. Donc au milieu, vous avez vous avez au bout la Colombie, une partie de la Colombie, après vous avez Panama, vous avez Nicaragua, le Honduras, et après on descend, on arrive au Venezuela. On a le Costa Rica à côté aussi. On a le Costa Rica aussi à côté, qui est une île, et puis donc on descend, on arrive en Amérique latine. Donc le Panama, donc c'est ce bloc de terre qu'on appelle un isthme, c'est-à-dire une bande de terre qui est située entre deux continents, puisque c'est entre le continent Atlantique et le continent Pacifique. Et donc justement la célébrité de Panama, c'est d'abord son canal, le canal de Panama, qui relie l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Alors, pour bien comprendre un peu comment est-ce que l'État de Panama s'est créé, alors il faut déjà savoir que le Panama faisait partie d'un ensemble d'États qu'on appelle la Grande Colombie. La Grande Colombie, c'était ce pays-là qui existait au début du 19e siècle, le premier tiers du 19e siècle. C'était une république qui avait été créée notamment par Simon Bolivar. Pour ceux qui l'avaient entendu parler, Simon Bolivar, c'est, si tu veux, ce grand nationaliste sud-américain qui fut le premier à livrer une guerre d'indépendance contre l'Espagne et obtenir l'indépendance des pays d'Amérique latine. Alors, il va donc créer cet État qu'on appelle la Grande Colombie. Alors, la Grande Colombie, on dit Grande Colombie pour la différencier de la Colombie actuelle. Il faut savoir que la Grande Colombie comportait, outre la Colombie actuelle, on avait également le Venezuela, l'Équateur, le Panama, ainsi qu'une partie du nord du Pérou et du nord-ouest du Brésil. Alors, c'est un État qui avait été proclamé indépendant en 1810 et Bogota, donc l'actuelle capitale de la petite Colombie, si on peut dire, avait été désignée capitale de la Grande Colombie. Voilà, exactement. Et puis le pays avait officiellement obtenu son indépendance en 1819 et bien entendu Simon Bolivar était le premier président et il va le rester jusqu'à sa mort puisque Bogota était la capitale de la Grande Colombie. Alors il faut savoir que par la suite, ce pays la Grande Colombie ensuite va être scindée en 3 pays, en 1830, notamment après la déclaration du général José Antonio Páez. Alors, ces 3 États sont évidemment la Colombie, dont faisait partie Panama à l'époque. On avait l'Équateur et le Venezuela. Alors, pour bien comprendre, c'est que les Américains avaient aidé Simon Bolivar justement à obtenir, si tu veux, l'indépendance de la Grande Colombie, donc de ces territoires-là, qui étaient des colonies espagnoles en Amérique centrale. Et donc, il y avait, si tu veux, un froid avec l'Espagne. Et donc, à la suite de cela, si tu veux, pour que les navires qui voulaient partir de la côte Est vers la côte ouest des États-Unis, passaient par un détroit qu'on appelait le détroit de Magellan. Or, le détroit de Magellan était sous souveraineté espagnole. Et donc, puisque les Américains sont en tension avec les Espagnols, ils veulent trouver une autre voie de contournement pour ne pas que leurs navires puissent passer par les eaux espagnoles. Et c'est ainsi que, tout naturellement, ils vont penser au projet de Ferdinand de Lesseps, le fondateur du canal de Suez. Le canal de Suez. Celui qui avait déjà en 1869 réalisé l'exploit de créer ce canal de Suez-là entre la Méditerranée et la mer Rouge. Le même Ferdinand de Lesseps, lui, va avoir la même idée cette fois-ci pour réaliser le canal de Panama. Alors, lui, il va commencer les travaux en 1869, mais pour des raisons assez complexes liées notamment à une mauvaise organisation, aussi la corruption et puis tous les problèmes politiques qui vont suivre la réalisation de ce projet-là, ça, on pourra en parler une autre fois, le projet va être abandonné par Ferdinand de Lesseps. Et donc, les Américains ont envie de reprendre ce projet-là, mais dans un premier temps, ils ne voulaient pas le faire à Panama, ils voulaient le faire au nord de Panama, donc dans le Nicaragua. Pourquoi ? Parce qu'ils estimaient que le Nicaragua avait, si tu veux, un relief plus plat
et il n'y avait pas de zone montagneuse. Et donc, dans un premier temps, ils voulaient le faire au Nicaragua, mais puis, au dernier moment, ils vont quand même, grâce à une technique qu'on appelle les ponts en écluse, avec la conception des ponts en écluse, ils vont se dire que techniquement, donc, il était possible de réaliser ce canal à Panama, étant donné que Ferdinand de Lesseps avait abandonné les travaux, donc il y avait quand même une partie du projet qui avait déjà été réalisée. Ils vont donc se dire que tiens, c'était peut-être la bonne occasion de réaliser ce projet-là. Or, pour le faire, Panama, à l'époque, c'était une province de la Petite Colombie, si on peut parler ainsi. Or, la Petite Colombie, à cette époque-là, on est à la fin du 19e, au début du 20e, la Colombie sortait d'une guerre civile. Et donc, cette guerre civile avait profondément, si tu veux, déstabilisé le pays. Le pays, sur le plan politique, sur le plan économique, était encore assez fébrile. Et donc, les Américains vont se dire, bon, tiens, ça va être l'occasion évidemment de trouver un deal avec les Colombiens. Dans un premier temps, les Colombiens voient ça d'un très bon œil puisque les Américains leur promettent, en échange si tu veux, d'un accès illimité à cette bande de terre-là qui fait à peu près 8 km de large et à peu près une dizaine de kilomètres de long. Donc, en échange d'un accès à cette bande de terre-là, ils leur promettent de leur verser de juteuses dividendes pendant à peu près 99 ans. Donc, dans un premier temps, si tu veux, les hommes politiques, les députés colombiens sont favorables à la réalisation de ce projet. Malheureusement, puis par la suite, si tu veux, il y aura un côté nationaliste. Il ne faut pas oublier que les Colombiens sont les descendants de Simon Bolivar. Une partie nationaliste colombienne va voir par la suite d'un très mauvais œil la réalisation de ce projet. Pourquoi ? Parce qu'elles estimaient qu'on ne pouvait pas brader une partie du territoire à une puissance, à un pays étranger. Et donc, cette question-là va faire qu'au dernier moment, il va y avoir un revirement de la part des hommes politiques colombiens. Mais ça, évidemment, ça va faire mal à qui, notamment la bourgeoisie panaméenne. Il faut savoir que le Panama, c'était une bande de terre. Il n'y avait absolument rien là. On faisait un peu d'agriculture, mais il n'y avait pas de véritable richesse qui pouvait permettre, si tu veux, un réel développement économique de cette bande-là par rapport au reste de la Colombie. Et donc, si tu veux, la bourgeoisie panaméenne va voir d'un très mauvais œil ce refus-là, ce revirement, si tu veux, de la classe de Bogota à la réalisation de ce projet. Et c'est comme ça que va germer si les populations panaméennes, incitées en cela par la bourgeoisie panaméenne, cette idée de nationalisme, cette idée de sécession. Et c'est là où les Américains vont sentir le truc, ils vont se dire, puisque les Panaméens veulent faire sécession, et comme nous voulons réaliser un projet dans cette partie du territoire-là, puisque les Colombiens n'en veulent pas, on va essayer de pousser les Panaméens à l'indépendance pour ensuite négocier un deal avec eux directement. Et peut-être que là, on sera en position de force, puisque ce sera un pays encore plus petit, on pourra les manager. Et donc, si on les aide, ils auront notre bonne foi et ensuite, on pourra mieux dealer avec eux. Et c'est ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont inciter les Panaméens à faire sécession avec Bogota. Et c'est ainsi qu'en 1903, notamment à partir de novembre 1903, ils vont, à partir de septembre 1903, il va y avoir une déclaration de la part de la classe politique panaméenne qui va essayer de faire sécession avec la Colombie, donc faire sécession de sortir de l'État colombien. Et puis, à partir de là, il va s'en suivre une guerre qu'on appelle la guerre des 1000 jours. Et cette guerre des 1000 jours va être interrompu grâce à l'appui des Américains. Les Américains vont poster leurs navires de guerre, notamment entre la ville de Colón et la ville de Panama, et donc de Panama City. Et donc, à partir de là, ça va dissuader la guerre de 1000 jours. En fait, c'était les garnisons colombiennes qui étaient là à Panama. Il y a avoir ce conflit. Et dès le moment où la Colombie va essayer de vouloir envoyer des renforts depuis Bogota pour essayer de reprendre la main sur place, et là, les Américains vont déployer donc leurs navires de guerre pour justement dissuader le gouvernement de Bogota a envoyé ces renforts militaires-là. Et c'est ainsi que, immédiatement, les Américains vont donc reconnaître l'indépendance du Panama. Le Panama, donc, grâce à ce soutien américain, va officiellement déclarer leur indépendance. Et le 3 novembre 1903, ils déclarent leur indépendance. Et le 14 novembre de la même année, les Américains
reconnaissent donc ce nouvel État, le Panama, et en décembre de la même année, toujours 1903, il vient négocier avec les nouvelles autorités panaméennes pour la réalisation de ce canal de Panama-là. Alors, au départ, il va y avoir l'idée que les Américains vont verser une somme de 10 millions de dollars à l'époque, ça représente une broutille aujourd'hui, pour avoir un accès illimité et perpétuel sur cette bande de terrain-là. Et donc, si les premières autorités panaméennes vont accepter, par la suite, les Américains vont achever le projet de Ferdinand de Lesseps en 1889. Et donc là, à partir de là, le canal de Panama va être créé. Mais par la suite, donc les Américains vont installer une administration, une société du canal de Panama qui va être chargée de gérer ce canal de Panama et va installer une base militaire, environ 4000 hommes. Et donc, durant des décennies, donc de 1903 jusqu'à, je peux dire, la fin des années 80, il va y avoir une base américaine là à Panama pour surveiller le canal de Panama et s'assurer que, évidemment, son trafic ne puisse pas être perturbé par une menace extérieure. Et donc, à partir de là, il va y avoir une variation en termes d'effectifs. On sait que, par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, on était monté jusqu'à 30 000 hommes pour surveiller justement le canal de Panama parce que les Américains craignaient une attaque de l'Allemagne nazie. Et donc, à partir des années maintenant 60, il va y avoir un changement dans le positionnement des Panaméens qui, eux aussi, nationalisme aidant, vont commencer à, si tu veux, réclamer l'accès, de plus de droits notamment. Ils vont réclamer aussi la nationalisation en quelque sorte du canal de Panama. Et ça va créer énormément de tensions puisque en 1963, en novembre 1963, il va y avoir un soulèvement de population panaméenne qui va être réprimé dans le sang par les forces armées américaines qui étaient présentes là. Il va y avoir à peu près une centaine de morts. À partir de là, ce drame-là va profondément, si tu veux, perturber les relations de Panama et les États-Unis. Et donc, les Américains vont se contraindre à essayer de revoir, si tu veux, les clauses de gestion, justement, du canal de Panama. Et les choses vont, si tu veux, aller un peu dans le sens des Américains, puisque un général, le général Torrio, va, en 1968, prendre le pouvoir et chasser le président qui était là à l'époque. Et Torrio va rester au pouvoir jusqu'en 1981. Durant cette période-là, il va y avoir, si tu veux, en réalité, le canal de Panama va toujours rester un canal sous administration américaine, mais si tu veux, les dividendes qui étaient reversés, le montant des dividendes va être plus ou moins revu à la hausse en échange d'une protection du régime du général Torrio par les Américains. Puis à la mort de Torrio en 81, il ne va pas avoir formellement un nouveau président, mais néanmoins le numéro 2 du régime qui s'appelait Manuel Noriega, qui était général aussi, va ensuite remplacer le général Torrio. Noriega, c'est pas le Nicaragua. Non, c'est pas le Nicaragua, c'est Panama. Et donc lui, il va remplacer Torrio, mais quand je dis que formellement, parce qu'il ne va pas y avoir une investiture, c'est à la mort de Torrio que Noriega va prendre le pouvoir, il va assumer de fait la gestion du pouvoir sans en avoir, si tu veux, à hériter les attributs constitutionnellement. Il n'a jamais été installé officiellement en tant que président de Panama. Et donc, on va vivre un peu dans cette période-là, mais entre 80 et 89, c'est-à-dire la période où les Américains vont eux-mêmes destituer Noriega, si tu veux, il va y avoir encore cette question-là. Noriega va, si tu veux, tourner sa veste parce qu'il voyait un peu le vent du nationalisme, il voyait un peu, si tu veux, en quelque sorte, son pouvoir vaciller. Et donc, pour essayer de se maintenir au pouvoir, il va jouer sur le nationalisme et donc il va essayer de négocier, il va demander purement et simplement la nationalisation du canal de Suez. Et donc, comme évidemment c'était un homme des Américains, il ne faut pas l'oublier, quand il était numéro 2 du régime, il travaillait pour la CIA, notamment lors de la guerre des Contras, c'est-à-dire la guerre que la CIA menait contre les trafiquants de drogue, principalement colombiens. Et donc, à partir de là, les Américains vont voir d'un très mauvais œil ce revirement de la part de Noriega et il va être, évidemment, sous président Bush père, il va être viré. On se rappelle encore des images vraiment incroyables où on avait vu des soldats américains débarquer à Panama et renverser un régime
officiel d'un État. Hein. Et donc, ce renversement du régime de Panama avait évidemment choqué en quelque sorte, si tu veux, les populations, puisqu'il faut savoir qu'il va y avoir une guerre larvée entre les forces armées panaméennes qui étaient fidèles au général Noriega et les soldats américains. Cela va durer à peu près 3 semaines et se solder par 350 morts du côté des Panaméens et 14 soldats américains qui vont être tués. À la suite de cela, si tu veux, le général Noriega va être arrêté et extradé aux États-Unis. Il sera condamné à perpétuité pour trafic de drogue et blanchiment d'argent et il mourra justement dans une prison américaine en 2016. Mais après le départ du général Noriega, il va donc avoir une espèce de rétrocession en fait définitive de la part des Américains au Panama. Et donc le Panama va ensuite, si tu veux, réorienter son économie en la basant principalement sur les services. Lorsque vous regardez par exemple la plupart des pays qui sont autour du Panama, soit ce sont des pays agricoles, soit ce sont des pays qui exploitent des ressources minières ou autres, comme le Venezuela ou la Colombie un peu plus haut, qui sont des grands pays agricoles. Le Panama n'a pas, si tu veux, ce relief-là, n'a pas ces potentialités géographiques-là pour pouvoir être soit une puissance minière, soit une puissance agricole. Et donc, grâce au canal de Panama, elle va donc réorienter son économie sur l'ensemble des services que l'on pouvait offrir, dont on pouvait tirer d'une telle infrastructure. D'abord, des services portiers pour les navires qui viennent, qui utilisent ce canal-là. Ensuite, ils vont faire du pays un hub, si tu veux, financier, un paradis fiscal. On se rappelle encore des fameuses affaires des Panama Papers qui ont sorti en 2016 et qui ont continué à véritablement polluer l'image du pays à l'international, puisque le Panama fait partie des paradis fiscaux fixés par une liste du G20. Et donc, si tu veux, l'économie du Panama va se tourner dans les banques, les assurances, les services aéroportuaires, un peu de tourisme, mais surtout, si tu veux, les services qui sont liés justement au canal de Panama. Et à partir de là, si tu veux, malheureusement, il y a, comme la plupart des pays d'Amérique centrale, il y a des problèmes de gouvernance, beaucoup de corruption, beaucoup de violence et de chômage qui font qu'aujourd'hui, évidemment, Panama, bien qu'étant un tout petit pays, il fait à peu près 75 420 km². C'est plus petit que la Caroline du Sud. C'est à peu près l'équivalent d'une province comme le Guelolo du Gabon. Et donc, c'est un tout petit pays. Il a à peu près 3,5 millions d'habitants. Mais c'est un pays, malheureusement, qui n'est pas très riche, qui est gangréné par la corruption, la pauvreté, la violence aussi. Parce que quand vous avez des voisins comme l'Honduras et la Colombie, et vous avez autour, vous êtes noyé par le trafic de drogue, malheureusement, ce pays-là aussi est empêtré dans cet environnement-là. Mais le Panama reste encore un pays incontournable parce que c'est le seul point de passage pour aller directement de l'océan Atlantique vers l'océan Pacifique. Il faut savoir que avant 1989, il y avait 5% du commerce mondial, si tu veux, 5% de la circulation maritime qui passait par le canal de Panama. Aujourd'hui, c'est 30% des navires qui passent par ce canal de Panama-là. Donc, c'est un tout petit pays, mais qui est indispensable au commerce international, qui est indispensable aux échanges entre les pays. Et c'est ça qui fera toujours un atout dont il essaiera toujours de tirer profit. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'histoire ce matin sur les 104.5. C'était 119 ans. De l'indépendance. De l'indépendance du Panama. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.